7h34, on ouvre le rendez-vous de la presse étrangère avec nos 3 correspondants du jour. Juan José Dorado, bonjour. Buenos días. Un habitué de la maison, journaliste indépendant espagnol. Et puis de nouveau, qu'on est ravis d'accueillir autour de cette table, Anna Bonalum, bonjour. Bonjour. Journaliste italienne indépendante. Vous êtes aussi l'autrice d'un livre qui va paraître le 19 janvier chez Fayard Pauvert. Un mois avec un populiste, c'est une sorte de récit politique dans lequel vous racontez avoir suivi Matteo Salvini pendant un mois. Anna. Et puis Raphaël Bouvier-Auclair également, bonjour. Bonjour. Bienvenue, correspondant depuis le mois de septembre à Paris de Radio-Canada, après l'avoir été à Washington. Bienvenue à tous les 3. Premier sujet qui a attiré notre attention cette semaine, la grève du corps enseignant jeudi. 3 protocoles sanitaires en quelques jours, un manque d'informations lié à une désorganisation. La coupe est pleine pour les enseignants français. Ils sont en grève ce jeudi et le mouvement est très suivi. Plus d'une école sur 2 serait fermée. Des milliers de personnes sont venues rejoindre un long cortège. C'est dommage d'avoir une journée où on va perturber davantage de systèmes. Moi, j'invite à l'apaisement, au sang-froid. Il y a des revendications ultra immédiates qui sont des masques FFP2, des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, mais surtout ce qu'on réclame immédiatement, ce sont des embauches. Je sais que c'est dur, mais c'est pas une grève qui résout les problèmes. On fait pas une grève contre un virus. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de prof de SVT depuis septembre dans mon collège, alors que les élèves au brevet en fin d'année de 3e, ils vont avoir la SVT au brevet. C'est-à-dire qu'on les met en situation d'échec. Rien n'est parfait, qu'on peut évidemment améliorer des choses, et c'est ce que nous allons toujours continuer à essayer de faire. 50 000 élèves positifs, plus de 5 000 personnels une semaine après la rentrée, plus de 10 000 classes fermées, on l'entendait dans le journal tout à l'heure de Julia Pietraszewski. Face à la flambée de cas d'Omicron, le ministère de l'Éducation nationale a fait le choix de laisser les écoles ouvertes. Mais les équipes pédagogiques ont eu droit à 2 changements de protocole la semaine dernière et un autre ce lundi, annoncé par le Premier ministre au journal télévisé de 20h de France 2. Ce changement permanent est lié à l'évolution du virus, a justifié Jean-Michel Blanquer. Pagaille indescriptible, lui ont répondu les personnels enseignants qui ont manifesté en masse et fait grève jeudi dans toute la France. Est-ce que cette mobilisation que beaucoup de journaux français ont qualifiée d'inédite, de sans précédent, est-ce que cette mobilisation a intéressé vos médias respectifs? Raphaël Bouvier-Auclair, je crois que vous avez couvert la manifestation pour Radio-Canada. Oui, tout à fait. On s'est intéressé même à ce qui se passait dans les écoles en France avant la manifestation, puis on a couvert cette manifestation importante parce qu'il y avait de l'intérêt chez nous, parce qu'au Canada, les écoles, en tout cas au Québec, en Ontario, vont reprendre lundi. Et donc, il y avait énormément de questions qui se posaient sur la manière dont ça peut fonctionner. Comment peut-on assurer un retour sécuritaire, ordonné en classe? Et on a constaté, en regardant l'exemple français, évidemment, que c'est pas simple. Il suffit de parler à des enseignants, à des parents pour constater que ça demeure assez compliqué, y compris avec le dernier protocole qui a été mis en place, avec les autotests, par exemple, que les enfants doivent réaliser s'ils veulent rester en classe en étant cas contact. Mais on réalise que quand même c'est assez complexe à gérer pour la direction, pour les enseignants et puis pour les parents également, quoique c'était aussi complexe auparavant quand les parents devaient accompagner leurs enfants dans des laboratoires ou dans des pharmacies très occupés pour aller réaliser des tests. Donc on réalise qu'il n'y a peut-être pas de scénario idéal. Et puis ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai constaté en parlant à des enseignants pendant la manifestation, c'est que les demandes de sécurisation des classes, elles sont très similaires entre ce qu'on entend de l'autre côté de l'Atlantique et ici. Meilleure aération dans les classes, meilleur masque aussi pour le personnel. Ça, on l'entend des 2 côtés de oui, c'est un peu ce que demandent les épidémiologistes depuis même maintenant presque 2 ans, quand même. Juan José Dorado. Alors, on peut comprendre la manifestation des jeudis derniers parce qu'effectivement, 3 protocoles en une semaine, c'est, comme vous avez dit dans votre reportage, de la pagaille indescriptible dans les écoles. Alors, les écoles espagnoles ont ouvert, il faut le savoir, le 10. Nous, on a ouvert plus tard lundi que la France. Lundi dernier, que les Canadiens. Donc on a ouvert le 10. Et la première chose qu'on a fait pour éviter ce qui se passe en France, c'est tout simplement de se mettre d'accord avec tous les gouvernements autonomes. Donc quelques jours, une dizaine de jours avant le début de l'école,
tous les responsables de l'éducation de chaque gouvernement autonome de l'Espagne, puisque l'Espagne est un pays très décentralisé, se sont mis d'accord avec le gouvernement central sur le protocole à suivre à partir du 10. Est-ce que ça a aidé à qu'il n'y ait pas effectivement cette pareille indescriptible qu'on a connue du côté français? Pour le reste, les demandes, ça reste les mêmes. Du côté espagnol, des purificateurs d'air, des capteurs de CO2, des masques. Mais la différence, c'est qu'il y a eu quand même un consensus sur les protocoles avant le début des classes, ce qui a évité les manifestations et les tensions qu'on vit du côté français. Pour les Espagnols, on a suivi ça parce que ça a à voir avec le Covid, mais pour les Espagnols, ce qui est le plus surprenant, c'est cette facilité qu'ont les Français d'aller à la grève. Alors pourquoi le ministre, c'est la question qu'on se pose, pourquoi le ministre n'a pas annoncé les 8000 recrutements avant la manifestation? Pourquoi il n'a pas annoncé des millions de masques avant le recrutement? Oui, pourquoi il faut attendre une grève? Non, on attend la grève pour annoncer. Non, mais faites les annonces avant, peut-être qu'on va éviter la grève. Et donc c'est cette dualité qui existe en France où on sait qu'on va faire quelque chose, mais on va laisser les gens se manifester et puis on verra. Anna Bonalume. Oui, donc l'Italie rejoint un peu l'Espagne sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on regarde toujours avec grand intérêt la situation en France et notamment dans ces cas la grève. En Italie, on a des problèmes qui sont très semblables à ceux des autres pays qu'on vient d'évoquer. Et donc les réclamations des enseignants sont liées à des classes qui sont des poulaillers, depuis donc ce sont des problèmes structurels qui empêchent aujourd'hui de faire face à la pandémie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a décidé la rentrée pour les 10, donc pour le 10 janvier. Mais comme en Espagne, c'était lundi dernier. Comme en Espagne, exactement. Mais il y a eu des régions qui ont décidé d'aller contre les décisions du gouvernement, et notamment la Campagne et les Pouilles, qui ont donc reporté la rentrée des élèves, donc de 2 semaines. Et donc ils ont créé ces arrêts régionaux, disons. Et aujourd'hui, il y a une tension entre ces deux régions et le gouvernement pour la réouverture des écoles. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu se passer en Espagne aussi, où les gouvernements sont autonomes, ça aurait pu se passer, mais il y a quand même l'expérience, ça compte. Et vous savez, l'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la pandémie, et le premier confinement a été extrêmement dur du côté espagnol. Les enfants sont restés à la maison pendant 2 mois et demi sans sortir dans la rue parce qu'ils avaient interdiction de sortir dans la rue. On avait le droit de sortir le chien, mais pas les enfants, pendant 2 mois et demi du côté espagnol. Donc cette expérience a fait que tous les gouvernements autonomes, absolument tous, étaient pour l'ouverture des écoles. De maintenir ouvertes les écoles, il fallait les écoles comme en France en fait. Ouvertes, coûte que coûte, et il fallait donc se mettre d'accord sur un protocole commun à tous. Effectivement, un gouvernement aurait pu décider que lui, il n'ouvre pas les écoles le 10, comme ça se fait partout en Espagne. Mais cette expérience de l'année 2020 a beaucoup aidé justement pour qu'on se mette d'accord sur un protocole et qu'on aille tous dans la même direction. Alors j'entends quand même dans ce que vous rapportez tous les trois, à la fois une possibilité de relativiser notre situation française. Voilà, vous témoignez que c'est compliqué aussi dans vos pays de fait, que c'est pas forcément évident de trouver les solutions, même s'il y en a certaines qu'on connaît, que vous êtes relativement indulgent quand même avec le gouvernement français, à ceci près que, comme vous l'avez très bien dit, Juan José Dorado, chez vous en tout cas en Espagne, le consensus sur le protocole a été donc trouvé avant plutôt qu'après. J'aimerais vous entendre, Anna Bonalume et Raphaël Bouvier-Auclair, sur cette spécificité française dont on parlait, qu'on connaît sur la grève, sur le fait que en fait il faut attendre une situation un peu difficile, tendue, une grève, une mobilisation intense comme celle qu'on a connue jeudi, pour que le gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Éducation nationale, dise « j'ai entendu, oui je peux faire des erreurs, oui je suis désolé et voilà ce qu'on va faire ». Mais il y a une grogne qui était alimentée depuis plus longtemps que ça à l'endroit du ministre de l'Éducation. C'est en tout cas ce que m'ont dit des enseignants, des représentants de syndicats que j'ai rencontrés pendant la manifestation. Donc c'est pas nouveau, c'est pas uniquement lié à ce protocole sanitaire qui est évidemment la goutte qui a fait déborder le vase, si on veut. Et ça, c'est intéressant parce qu'on constate chez nous aussi que cette crise de la pandémie de COVID-19 a mis en lumière des problèmes plus structurels liés, par exemple, au système d'éducation, à des problèmes de financement dans les écoles. Puis on voit ce débat
également prendre place quand on parle du système de la santé et de son financement aussi. Donc, ça a mis en lumière des problèmes un peu plus structurels. Et ça, on le voit aussi chez nous. Et ce qui se passe dans les écoles et les difficultés qu'on rencontre, ça alimente un peu cette colère, cette grogne du personnel qui est visible depuis des années, mais qu'on voit au grand jour maintenant. Anna Bodani. En Italie, nous n'avons pas eu une grève si systématique, si structurée, mais quelques grèves ponctuelles. Et c'est ça qui fait la différence entre l'Italie et la France. C'est-à-dire qu'ici, les mouvements, les syndicats sont très présents, très structurés. Et donc, lorsqu'il y a une grève, il y a une grève nationale. Nous, c'est la cocotte minute. Hein. Tandis qu'en Italie, en fait, il y a souvent, les mouvements sont très éparpillés. Donc, il n'y a pas une sorte d'unité par rapport à ces genres de mouvements. Et de l'autre côté, c'est clair que moi aussi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des enseignants et du personnel de l'école. Et ce qui les inquiète par-delà la question des normes et anti-Covid, c'est clairement les effets sur les élèves, les effets du Covid sur les élèves, c'est-à-dire les effets psychologiques, sur leur comportement émotif, sur leur façon d'apprendre, donc l'apprentissage. Et tout ça aussi, c'est une source de préoccupation qui les mobilise beaucoup, Oui, c'est d'ailleurs, je crois, une des raisons pour lesquelles la compagnie a décidé de reporter la rentrée. Ce qui peut paraître surprenant parce que c'est une région où les cas de décrochage scolaire sont supérieurs à la moyenne nationale. Donc on aurait plutôt tendance à penser qu'il faut ouvrir les écoles le plus vite possible pour que les élèves reviennent. Or non, la compagnie décide de le reporter. Oui, il faut considérer aussi une question du système de santé en fait. C'est-à-dire que et c'est clair que la campagne, comme d'autres régions dans le sud, ils souffrent souvent de problèmes structuraux liés à la réactivité du système sanitaire. Du coup, par rapport à la question du traçage, des tests, par-delà la question sociale, il y a une question de gestion sanitaire du problème. Donc, c'est vrai que nous, on a une fracture très présente en Italie entre le nord et le sud du pays, qui a été confirmée par la pandémie par rapport au système de santé. Donc on a encore des failles et donc évidemment le fait d'avoir peur, le gouverneur a eu peur par rapport à tout ça en fait, a eu des craintes et donc voilà, il s'est exprimé dans ce sens-là. Raphaël Bouvier-Auclair, je lisais que Radio-Canada, votre radio donc, avait eu copie du plan de contingence pour le retour en classe au Québec, donc lundi, dans 2 jours, et que ce plan indique que les directions d'école devront identifier des personnes ressources, comme des parents volontaires, pour pouvoir prendre le relais en cas de manque de personnel enseignant de remplaçants. Oui, on se demande comment cela va se passer au cours des prochains jours. Il y a beaucoup de questions qui se posent parce que, évidemment, un des problèmes que l'on vit au Québec, comme on le vit ailleurs, en France, au Royaume-Uni, c'est un problème de pénurie de personnel, évidemment lié à la fulgurance du variant Omicron, parce que il y a énormément de gens qui ont été contaminés pendant le temps des fêtes. On sait aussi que les écoles sont un lieu de contamination compte tenu du nombre de personnes qui se retrouvent dans le même local. Et que fait-on, par exemple, si un élève est cas contact ou un enseignant est cas contact, le protocole le prévoit, ça va, mais si l'enseignant est contaminé, par exemple, comment fait-on? Et là, il y a cette idée de parents ou en tout cas d'aide personnelle qui pourrait être déployée pendant, si je comprends bien, qu'un enseignant pourrait, s'il est en état, enseigner à distance. Alors, ça peut être un peu compliqué à appliquer. On verra comment ça se produit. Mais clairement, il y a des questions qui se posent à propos de cette idée qui a été avancée par le gouvernement. Juan José Dorado. Alors du côté d'Espagnol, on a le même problème qu'en France, c'est-à-dire la pénurie des professeurs. D'ailleurs, c'est l'une des revendications des syndicats depuis l'année dernière qui avait déjà prévenu sur le fait une montée de la pandémie pouvait effectivement amener à un manque de professeurs, et donc ça reste une revendication espagnole. Pour l'instant, les écoles donc restent ouvertes. On accueille les enfants. Ils ont le droit de venir, même si le professeur est contaminé. Et c'est en fait l'effort de la communauté éducative qui amène, pour l'instant, à pouvoir sortir des mini-crises ou des crises que chaque collège au lycée vit. Mais ça reste effectivement un peu la débrouille pour chaque centre quand il y a effectivement des cas avérés, puisque pour fermer une classe en Espagne, aujourd'hui, il faut 5 cas positifs. Donc
vous voyez, il y a de la marge. Oui. En Italie, c'est trois cas positifs, en fait, pour fermer une classe. Et sinon, avec 1 et 2, il faut faire tester les élèves. Voilà. Les enseignants ont-ils des masques chirurgicaux, oui. FFP2 en Italie, Ils sont pas fournis par l'État. Ils sont pas fournis par l'État. Ils sont pas fournis par l'État. Donc c'est eux-mêmes qui les apportent. Eux-mêmes qui achètent. Alors, c'est assez cher. Juan José Dorado. En Espagne, non. Vive la décentralisation. Chaque gouvernement autonome décide. La plupart ont décidé de ne pas fournir des masques. Mais vu le tollé, il y en a certaines régions qui ont décidé d'apporter des stocks d'urgence, c'est-à-dire quelques dizaines ou quelques centaines de masques sont à disposition pour un cas d'urgence, mais sinon les élèves ni les professeurs ont de masques à disposition, donc c'est les parents qui doivent payer. Raphaël Et chez nous, le gouvernement, justement, au Québec, en vue de la rentrée, a assuré que les enseignants qu'ils souhaitaient auraient des masques. Encore une fois, le Canada, c'est un peu comme l'Espagne, c'est-à-dire que c'est un pays qui est assez décentralisé. Donc, chaque province décide, et là, il y a un système différent pour chacun des gouvernements, parce que c'est pas le gouvernement central, celui du Canada, qui décide de l'éducation. 7h50 sur France Culture, on poursuit ce rendez-vous de la presse étrangère en compagnie de nos 3 correspondants du jour. Anna Bonalume pour l'Italie, Juan José Dorado pour l'Espagne et Raphaël Bouvier-Auclair pour le Canada. Deuxième sujet qui a attiré notre attention, la montée des violences envers les élus. Des algues jetées à la figure d'un député de la majorité, Stéphane Claireau, sur le perron de son domicile à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est agressé physiquement par des manifestants anti-vaccins qui ricanent. La scène se passe hier lors d'une manifestation anti-pass. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a dénoncé hier soir des images d'une violence inouïe. Un élu de la République lynché devant son domicile familial. Aucun débat ne saurait justifier ce déchaînement. J'ai pris des coups et mange. C'est un sentiment, c'est un lâchage, c'est une lapidation. Depuis 2 semaines, et l'annonce du pass vaccinal par le gouvernement, les députés de la majorité sont pris pour cible. En grande majorité par mail ou sur les réseaux sociaux. Hier, des dizaines d'entre eux ont reçu ce courrier. Si vous ne votez pas non au texte, toute la France se souviendra de l'Assemblée nationale comme un gigantesque bain de sang où giseront les corps qui pensaient nous gouverner. Au total, l'année dernière, près de 1200 élus ont été pris pour cible. Près de 500 ont subi une agression physique. Des violences inacceptables, a déclaré le Premier ministre Jean Castex mardi. De fait, selon le ministère de l'Intérieur, les menaces, agressions physiques ou verbales, dégradations envers les élus ont augmenté de 200% entre 2019 et 2020. Entre janvier et octobre 2021, c'est 1255 menaces, dégradations ou agressions qui ont été signalées par des élus. Depuis le mois de juillet 2021, plus de 300 plaintes pour menaces de mort ont été déposées par des élus nationaux ou qui passent dans les médias, a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui faisait état d'une augmentation exponentielle. Et 60 élus ont été menacés depuis le début de l'année 2022, c'est-à-dire une dizaine de jours. C'est une violence qui manifestement a été encouragée par la politique sanitaire du gouvernement face à la Covid-19. Comment regardez-vous tous les 3 cette violence à l'encontre de responsables politiques élus? Juan José Dorado. Alors la première des choses, c'est que malheureusement l'Espagne a une longue histoire des violences vers les hommes politiques et ça remonte déjà au 19e siècle. Donc on n'est pas les seuls. Donc vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas entre guillemets ce qui est pas fait pour rassurer le pire loti de tout ça. Hein. Mais forcément la violence elle est condamnable parce qu'elle ne peut pas être acceptée en démocratie. Je crois que vous avez tout à fait raison quand vous avez signalé que la politique du gouvernement et notamment les déclarations du président quelques jours auparavant, vouloir emmerder un certain nombre de Français, ont provoqué la colère des gens qui étaient déjà à bout après 2 ans de politique contre la pandémie. Donc effectivement, ça pourrait justifier, même si c'est pas justifiable. Vous dire que l'Espagne notamment a connu très récemment, c'était lors du référendum d'autonomie sur la Catalogne, des violences 2017 vers les hommes politiques qui ont été agressés physiquement, agressés verbalement, dans le commerce des parents ou des familles des hommes politiques ont été détruits. Donc vous voyez la violence, elle n'est pas uniquement que française et je ne vous parle pas bien évidemment du fait que certains partis politiques à un moment donné en Espagne ont favorisé la violence. Juste un exemple, sous le gouvernement de Mariano Rajoy, l'ancien président avant Pedro Sánchez,
Il avait fait approuver une loi à l'Assemblée nationale qu'on a appelée la loi Bayon parce qu'elle voulait interdire notamment de filmer des policiers en intervention. Ça vous dit quelque chose en France. Et donc les partis politiques de l'opposition avaient appelé à encercler l'Assemblée nationale espagnole. Donc vous voyez les tensions et la violence contre les hommes politiques et les données par les propres politiques, mais aussi par les propres partis politiques qui parfois amènent ces soldats, entre guillemets, ces électeurs à amener de la violence dans les rues. Anna Bollalume, comment regardez-vous cette violence à l'encontre de responsables politiques élus en France ? Alors ça c'était en fait on a vu que ça a été systématique, c'est-à-dire ça s'est répété plusieurs fois et donc et ça c'est assez étonnant parce qu'en Italie aussi on a eu des cas mais jamais si répétés, si constants, et donc ça montre en fait c'est clairement condamnable mais de l'autre côté ça montre qu'il y a aussi un malaise et aussi la nécessité de prendre en charge les effets aussi psychologiques, je pense, parce qu'il y aura forcément des conséquences à long terme sur la mentalité, sur la psyché des personnes. Et donc, le fait qu'ils ne soient pas, que ces personnes ne soient pas capables de gérer leurs émotions, et c'est les grands problèmes de l'époque, en fait. C'est-à-dire que la pandémie a, disons, exacerbé ces problèmes majeurs, fondamentaux à traiter, c'est-à-dire l'éducation émotive et la gestion de ces émotions. Donc là, il y a un problème beaucoup plus profond par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'il faut les condamner, mais de l'autre côté, il faut savoir quoi faire avec ces personnes parce que ça sera pas ponctuel, ça pourra se reproduire peut-être sur le long terme si la pandémie va continuer, si les conditions de la gestion, les normes vont être poursuivies et donc et pour gérer la crise et donc évidemment, il faut se poser des questions un peu plus profondes sur l'état de la société aujourd'hui, sur la gestion des émotions. Raphaël Bouvier-Auclair. C'est pas nouveau et on a eu un exemple, nous, au Canada, de violence politique lors des dernières élections fédérales. C'était l'automne dernier. La question de la vaccination était importante, justement, dans le cadre de ces élections, avec des mesures, entre autres, proposées par le premier ministre Justin Trudeau pour imposer la vaccination, par exemple, aux employés du gouvernement fédéral. Et dans ces rassemblements, à la fin, dans ces déplacements, à la fin de la campagne, il était suivi par des militants anti-vaccins aussi, et même il y a un certain événement où il entrait dans son autocar de campagne et il s'est fait lancer des cailloux. Alors, on a assisté à ces scènes-là. On voit ça également ailleurs en Occident. Il y a la France avec les exemples qui ont été soulignés parce qu'il n'y a pas eu que ce député de Saint-Pierre-et-Miquelon. On l'entendait bien dans le reportage. Il y avait des élus ailleurs au pays, de la majorité entre autres, qui ont reçu des menaces. Et puis moi, j'étais basé aux États-Unis avant. On soulignait il n'y a pas très longtemps l'anniversaire du 6 janvier, l'assaut contre le Capitole. On voit donc que les violences politiques, elles existent un peu partout en Occident. Oui, donc de façon globale, Juan José Dorado, l'ambiance n'est pas plus tendue en France qu'ailleurs, même si nous, c'est évidemment exacerbé parce qu'on a une campagne présidentielle sur fond de Covid qui n'en finit pas. Mais il y a quand même une question, c'est que je pense que la France doit se poser la question. Un pays qui est capable d'enchaîner les bonnets rouges, les gilets jaunes et les anti-vax est un problème qui vit en tension depuis une dizaine d'années. Alors, ce qu'on voit en France, on le voit pas ailleurs, on le voit pas en Espagne. Il peut y avoir des tensions sur un moment précis, mais il n'y a pas eu des gilets jaunes en Espagne. Il n'y a pas eu des anti-vax, des manifestations anti-vax en Espagne. Donc, les gilets jaunes, je crois, en Italie, pratiquement sont inexistants. Donc, oui, il y a pas eu de... Qu'est-ce qui se passe en France qui ne se passe pas ailleurs pour que vous soyez capable d'enchaîner des mouvements, des colères, l'un après l'autre depuis 7 à 10 ans? Oui, voilà. C'est la question à se poser. Ceci dit, sur la question de la vaccination, des mesures sanitaires, on en voit chez nous au Canada des manifestations, des groupes d'opposition, puis ailleurs en Europe, on a vu aux Pays-Bas par exemple, donc peut-être ça a moins touché des pays comme l'Espagne, mais on le voit ailleurs. Et puis il y a quand même une sorte un rapport à l'État qui est très différent par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'en France, l'État est très présent, c'est-à-dire dans la vie des gens. Donc il y a un rapport, une relation entre les personnes et l'État. Et je pense que ça a dévoilé,
dire, une sorte de ressentiment de la part des personnes, tandis qu'en Italie, par exemple, la présence de l'État est beaucoup moins sentie, c'est-à-dire que chacun essaie de se débrouiller par soi-même. Donc chacun essaie de se débrouiller comme il peut. Et donc il n'y a pas cette relation à l'État. Il n'y a pas une relation verticale où voilà. Merci beaucoup à tous les trois, Raphaël Bouvier-Auclair, Anna Bonalume et Juan José Dorado, et j'espère très prochainement dans le rendez-vous de la presse étrangère. On se retrouve après le journal en compagnie de Mathilde Himer, la porte-parole de la primaire populaire.